J'ai revu le Superman de nos parents, c'est-à-dire le Superman de 1978 réalisé par Richard Donner. Alors, je l'avais vu quand j'étais petit, donc très petit, et maintenant, avec un œil un peu plus avisé, je vais vous donner mon avis critique. Parce que, évidemment, quand j'étais petit, je voulais être Superman. Voilà, je me dis, putain, c'est trop bien d'être Superman. Donc le film a marqué son époque. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut en 2024, le Superman de Richard Donner? C'est le sujet de la vidéo. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique sur le Superman de Richard Donner, donc sorti en 1978. Alors c'est rigolo, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des problèmes avec les films de Superman. Euh, Récemment, hein, on a eu Zack Snyder qui a dû se battre pour sortir sa propre version de Superman. Notamment, il a dû sortir une version Director's Cut de Justice League. Il a dû aussi sortir après coup, après la sortie cinéma de Batman vs Superman, sa version Director's Cut. En fait, c'est pas nouveau. Sur ce Superman-là, déjà, il y avait des problèmes. Il y a une version Director's Cut qui est sortie après coup, il y a pas longtemps, hein, en 2000 je crois. Ils ont rajouté des scènes supplémentaires. Et puis, pour le deuxième film, c'est pareil. Ils ont sorti une version Director's Cut il n'y a pas très très longtemps, je crois. Bref, c'est... je sais pas pourquoi, mais à chaque fois il y a un projet d'ici autour d'une icône de la pop culture, c'est la galère. Voilà, c'est la galère. Il y a toujours des galères au niveau du tournage. Alors, le Superman de 1978 est à la fois dépassé au niveau de la forme et au niveau du fond, mais c'est assez rigolo, c'est assez paradoxal. Ça reste un film très en avance lorsqu'il était sorti, et encore aujourd'hui, il est, comment dire, le, le doyen, le, le marqueur des films de super-héros aujourd'hui. On va retrouver des choses qui ont été mises en place dans ce film, dans les productions actuelles. Et je trouve ça assez fort. Alors, évidemment, il y a des choses... Voilà, on est d'accord que les effets spéciaux d'il y a maintenant 50 ans vieillissent très mal. Mais la première chose qui m'a frappé, c'est pas forcément les effets spéciaux qui ont mal vieilli. Ça, encore une fois, on peut faire abstraction. La première chose qui m'a frappé, c'est le générique déjà. En fait, dès le début, on met, tu sais, dans les premiers cartons, on met, tu sais, une production de machin avec les acteurs phares du film. Et en fait, le premier nom qui arrive, c'est pas Christopher Reeves, c'est Marlon. Marlon, à l'époque, c'était lui la star. C'est assez rigolo. D'ailleurs, je vous remonte l'affiche. L'affiche, là, on voit à peine Christopher Reeves, parce que bon, il est en plein pied, on voit pas très bien son visage. Derrière, on reconnaît la tête de Marlon Brando. Euh, alors, Marlon Brando, en termes d'interprétation, j'ai l'impression qu'il s'en foutait un petit peu. Et quand j'ai lu après les articles autour du film, oui, il s'en foutait en vrai. Il était venu prendre son chèque. D'ailleurs, il y a eu des problèmes suite au premier film, et du coup, dans le deuxième film, il a été coupé du montage, il y a eu un procès. Enfin bref, c'est toujours des problèmes hein, dans les films, dans les films de Superman, Batman. C'est marrant, il y a des trucs, c'est un truc récurrent. Euh, Bon voilà, dès le début, Marlon Brando, déjà que en fait, à partir du moment où on voit son nom en premier avant Christopher Reeves, etc., qui est quand même l'acteur principal, hein, c'est lui qui joue Superman, tu sens déjà qu'il y a eu un problème lors du tournage, hein, un problème d'ego. Marlon Brando a, je pense, négocié, alors vous mettez mon nom en premier, les autres on s'en fout. Alors qu'en vrai, on le voit pas si longtemps que ça. Je crois qu'on le voit en tout pour tout, genre 5 minutes, je crois, 5 à 10 minutes. Après, il y a des flashbacks. On le voit en hologramme, mais bon, c'est en noir et blanc avec des effets, donc on le voit pas très très bien, mais on le voit pas très longtemps en fait. Même en rajoutant les hologrammes, je crois qu'on le voit au grand max 10 minutes. Et je crois qu'il a touché un giga caché de plusieurs millions de dollars, ce qui à l'époque c'était assez énorme. Après, tu vas me dire, oui, mais à l'époque, Marlon Brando c'était la giga star. C'est-à-dire qu'à l'époque, à ce moment-là, Marlon Brando c'est là, et Christopher Reeves,
c'est un acteur en devenir. Je veux dire, enfin, il joue pas dans la même cour. Voilà. En gros, c'est un peu le DiCaprio de l'époque, parlant de Brando. Donc, après, je trouve ça. Enfin, ce genre de pratique, ça se fait plus trop. Hein. Je veux dire, le mec, on le voit à peine 10 minutes, son nom il apparaît en premier, quoi, dans le générique. Alors, techniquement, comme je le disais, il y a des trucs qui piquent un peu les yeux. Hein. Le petit habit en, en papier, je sais pas comment ça s'appelle ça. Tu sais, le papier que tu recouvres la nourriture là, pour, quand tu veux le conserver. Voilà. Bon, après, bon, ça a son charme. Autre chose qui m'a fait un peu sourire, c'est les maquettes. En fait, enfin, je me moque pas, c'est juste que euh, je trouve ça rigolo, euh, les trucages qu'ils ont utilisés à l'époque, parce que à la fois c'était ingénieux et très en avance. Hein. En fait, là, c'est une scène de maquette. Parce que, évidemment, en 1978, ils n'avaient pas des PC, ils tournaient pas en numérique. Maintenant, tourner, monter, c'est simple, en fait. On a tout ce qu'il faut, n'importe qui peut faire un film de chez lui, n'importe quel mec, en un mois de formation, pourra faire des meilleurs effets spéciaux que le Superman de 1978. C'est vraiment pas compliqué. Euh, Maintenant, à l'époque, c'était vraiment galère. Hein. Tout était fait en pellicule pour hein, les trucages visuels. Et sinon, ils ont dû faire appel à des miniaturistes pour recréer des décors en miniature, pour créer des scènes, comment dire, importantes. Parce que là, évidemment, c'est impossible de provoquer un déluge d'eau. Je crois que c'est un barrage qui avait sauté à ce moment-là et qui, du coup, détruit toutes les maisons. Évidemment, ça c'est aujourd'hui on fait ça en numérique, mais à l'époque ils n'avaient pas cette technologie et du coup ils avaient donc des petites idées de mise en scène et je trouve ça assez astucieux en vrai parce que travailler en maquette je crois que ça se fait plus hein. Ça coûte trop cher, enfin ça coûte trop cher. Si ça coûte trop cher. En vrai en numérique, en fait tout passe maintenant par le numérique parce que c'est beaucoup plus simple. On peut contrôler. Là tu fais une prise, c'est chiant parce que du coup il faut le refaire plusieurs fois. Évidemment, c'est pas en un coup que tu vas réussir. Je veux dire, j'imagine que l'eau n'est pas tombée enfin, directement, correctement. Ils ont dû faire plusieurs essais. Alors, comme maintenant en numérique, une fois que tout est fait en 3D, voilà, c'est juste un calcul, un petit rendu pour. Et c'est même plus facile pour le réalisateur de dire ouais, là, tu pourrais ajouter un peu plus je veux dire, de puissance de vague. Là, on voit plus que la maison explose de cette manière-là. Et là, j'aimerais bien un travelling en même temps. Tu vois, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça astucieux. Mais bon, voilà, avec le recul, tu dis, bon, c'est vrai que c'est mignon, hein, l'utilisation des maquettes. Pareil, les incrustations, enfin, incrustation au fond vert, on voit que le personnage, il sort du décor. Maintenant, on arrive vraiment à faire intégrer l'acteur dans le décor. euh, voilà. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont tourné les plans en hélicoptère, et ensuite, en studio, ils ont essayé de raccorder avec le Superman sur un fond vert. Mais à l'époque, ce film a été, comment dire, salué. Il a reçu plusieurs prix techniques. C'était quand même très très compliqué de faire ce qu'ils ont fait. Voilà. Encore une fois, comme j'ai dit, j'ai une vision enfin, j'ai vu le film en 2024, donc évidemment, je suis un peu plus critique sur l'aspect visuel. Autre effet assez rigolo, voilà, l'incrustation Jor-El, donc le père de Superman, donc interprété par Marlon Brando, sur une maquette. Donc à l'époque, en fait, on se rend pas compte, mais ça, c'était galère à faire en vrai. C'était très très galère et c'était assez astucieux de superposer deux pellicules en fait. Là maintenant, tu fais ça voilà, sur After Effects en quelques secondes, mais à l'époque, c'était vraiment galère de faire ça. Par contre, ce qui ne vieillit pas et qui reste, comment dire, masterclass, c'est les prises de vue normales. Très joli travail du chef-op sur certains plans. Par contre, le film, tu as l'impression qu'il y a deux réalisateurs, et effectivement, il y a eu deux réalisateurs. Il y en a un qui n'a pas été crédité. C'est le réalisateur du second film d'ailleurs. Il s'appelle aussi Richard, mais j'ai oublié son nom de famille. C'est Richard Lester. Donc c'est vrai que le premier film, il est un peu bizarre parce que tu as vraiment la sensation d'avoir eu deux réalisateurs différents. Ça se ressent au niveau des cadres.
Donc Richard Donner est crédité en tant que réalisateur principal de ce Superman 1. Richard Lester n'a pas été crédité pour son travail sur le premier Superman. Par contre, il a été embauché pour faire le Superman 2, alors qu'à la base, Richard Donner devait faire le 2 parce qu'il a tourné le 1 et le 2 quasiment en même temps. Déjà, le mec, il avait une vision de fou. Il avait déjà une vision d'optimisation en termes de production. Et puis, il a déjà une vision du DCU. C'est clairement ça, en fait. Le mec, il avait déjà une vision de... On va faire 1, 2, et voire peut-être d'autres films. Donc, les prises de vue sans effets spéciaux ont relativement bien vieilli, selon moi. Il y a aussi des plans séquences très intéressants, belle mise en scène, notamment cette séquence, ce plan séquence, si un jour vous avez l'occasion de revoir ce Superman, ça dure facilement 5 minutes. Les acteurs se trouvent dans le QG du Daily Planet, c'est un open space, il y a des journalistes qui travaillent en arrière-plan, il y a des gens qui bougent dans tous les sens, on suit Lois Lane, puis on passe sur Clark, puis on les voit se déplacer, ils interagissent avec les autres membres du Daily Planet, tout ça dans le même plan séquence. Non, il y a vraiment des très jolis plans, des très belles mises en scène, et ça vieillit pas du tout. C'est même, je trouve ça incroyable, parce que de nos jours, on fait très peu de plans séquences où on peut laisser les acteurs vraiment s'exprimer pendant une longue séquence. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai l'impression que de temps en temps, il y a eu 2 réalisateurs. Hein. De faire un plan comme ça qui dure aussi longtemps, qui demande autant vraiment de mise en scène avec les acteurs en arrière-plan qui jouent avec les acteurs principaux, avec un mouvement de caméra qui doit être fluide. Alors, sur ce plan, il y a un figurant qui est un peu merdé en vrai. À un moment, il y a un figurant, il regarde un peu, je pense qu'ils ont fermé les yeux. En fait, le plan il est vraiment tellement bien que on s'est dit, bon, allez, le figurant qui fait un peu de la merde. Allez, c'est pas grave. Alors, il y a un truc qui m'a choqué en revoyant donc, le film, parce que moi je l'ai vu, comme je l'ai dit, quand j'étais gamin, j'avais cette innocence, et surtout j'ai pas eu de formation, évidemment quand j'étais petit j'avais pas de formation sur l'audiovisuel, donc je suis arrivé sur Paris, je l'ai déjà dit il y a un certain temps, j'ai eu une formation donc, dans l'audiovisuel, au niveau de l'écriture, montage, mise en scène, etc. Avec maintenant, on est un peu plus avisé, on se rend compte que Richard Donner, c'est un queutard. Sacré queutard, ma gueule. Tu vas me dire, ouais, mais là, t'abuses. Non, attends. Là, c'est le premier film. Je ferai la critique du deuxième film dans pas longtemps. C'est son style, hein. C'est vraiment son style. Encore une fois, je précise, parce que le deuxième film a eu 2 versions. Il y a la version donc, de Richard Lester et la version Richard Donner, Director's Cut. Et on retrouve un peu ces sous-entendus sur les dialogues là. Alors ça c'est le premier plan, enfin la première séquence entre Lois et Clark. En fait, on lui demande d'ouvrir une bouteille, je crois d'alcool, une bière je crois. Et premier plan où les 2 acteurs, donc Lois Lane se retrouvent, Lois Lane et Clark se retrouvent dans la même séquence. Il fait jaillir de la mousse au niveau de l'entrejambe. S'ensuit, toujours dans la même séquence, dans le même plan, Lois Lane qui prend un mouchoir pour essayer de nettoyer la mousse qui a jailli du pantalon de Clark. Tu vas dire, oh non mais là t'abuses, là c'est anodin, ça c'est rien, ça bon, c'est un peu tiré par les cheveux, pourquoi avoir mis cette séquence? Attends, c'est pas fini, attends. Toujours dans la même séquence, lorsque Lois Lane rencontre Clark Kent, ça c'est genre 2 minutes après. Hein. Ils sortent du bureau de leur chef là. Deuxième contact plutôt. Il passe derrière Lois Lane. Paf, contact. Et regardez où se trouve sa main. Elle est penchée en avant comme ça, sur de la paperasse, elle est en train de dire un truc là. Et lui passe derrière et paf, contact. Non mais il y a une tension sexuelle. J'avais pas fait attention quand j'étais gamin, mais maintenant avec mon regard avisé, je veux dire, Richard Donner c'est un queutard. Hein. Il y a vraiment des... Parce que tout ça c'est pas fait au hasard, c'est vraiment, allez, tu passes derrière, tu vas lui claquer le fiac,
Et parce qu'elle est un peu penchée en avant, donc bon, tu vas me dire là, c'est une agression. C'est vrai que d'un certain point de vue, bon après c'est pas la seule agression, il y a d'autres agressions plus tard. C'est pas fini, hein. Il y a une scène, ensuite il y a une scène, bon, genre plusieurs minutes plus tard, il y a une séquence entre le Superman et Lois Lane qui l'interview. À un moment, on lui demande, en fait, elle lui demande sa taille. Sauf qu'en fait, elle fourche au début. Elle dit, How big are you? Après, elle se reprend et dit, non, je dis, How tall? How big? À votre avis, il fait référence à quoi? Alors, je traduis en français pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Quelle est ta grosseur? Enfin, elle fait quelle taille? Tu vois, c'est ça qui serait traduit en fait. Elle fait quelle taille? Après, il se reprend, non, je veux dire, vous faites quelle taille? Surtout que durant cette séquence, elle a les yeux comme ça. Elle a les yeux en mode, j'ai faim, pète-moi le cul, Superman. Mais vraiment, c'est la séquence, genre, elle miaule, quoi. Elle est là, miaou, miaou, miaou. C'est incroyable. Mais je vous jure, il y a une tension sexuelle dans ce film, j'ai pas fait attention. C'est vraiment abusé, hein. Tu dis, ah ouais, à l'époque, on voyait ça enfant, on voyait pas tous ces faisceaux. Donc voilà, une interview où, voilà, à un moment, elle fourche, how big. Mais c'est pas fini. Là, tu veux dire, ouais, là, non, tu verras, c'est pas fini. Parce que les gens qui me disent, ouais, t'abuses, non. Écoutez-moi jusqu'au bout et ensuite, revoyez le film et vous allez voir, c'est pas anodin. Ensuite, l'interview continue. Et à un moment donné, lui dit, ouais, alors, elle demande, vous avez quoi comme pouvoir? Vous pouvez voler, ok. Et lui dit, ouais, je peux aussi voir à travers les objets, etc. Et lui, qu'est-ce qu'elle lui demande? Vous pouvez voir ce que je porte comme sous-vêtement? Au lieu de lui demander, est-ce que vous pouvez voir à travers, je sais pas moi, la commode qui est en arrière-plan là, la commode, il y a quoi dans la commode? Non, il a dit, qu'est-ce que je porte comme sous-vêtement? Prouvez-moi que vous savez voir à travers les objets. Alors évidemment, lui, qu'est-ce qu'il fait? il scanne, il lui dit, bon, il dit pas tout de suite, mais il lui dit que voilà, elle porte des sous-vêtements roses. Ce n'est pas fini. Parce que là, c'est pas fini, parce que l'interview continue. Ensuite, lui, comme un couillon, il lui parle de ses faiblesses, il lui parle aussi de son origine, Krypton. Vraiment, le mec est en mode Roma live, il raconte ça live, tu vois. Vraiment, il raconte tout. Ses points forts, ses points faibles. Oui, je peux pas voir à travers le plomb. C'est un peu con quand même. Bon, bref, il raconte tout. Et à un moment donné, Lois Lane, elle lui demande, est-ce que vous aimez le rose? Non, mais s'il te plaît, quoi. Non, mais juste 5 minutes avant, il lui dit, elle lui demande quelle est la couleur de mes sous-vêtements. Il répond pas tout de suite parce qu'il dit, en fait, vous êtes devant un meuble, tu sais, ce pot là qui sera en plomb, et il s'est trouvé devant, donc il lui dit, je peux pas voir parce que vous êtes devant. Après, il se déplace, là, il dit, ils sont roses. Genre 2 minutes après, elle lui pose une question, mais est-ce que vous aimez le rose? Et lui, il lui répond, j'aime beaucoup le rose. Alors maintenant, elle fait référence à quel rose? Tu vois, c'est des sous-entendus je sais pas, hein, mais ça fait des sous-entendus très sous la ceinture, là. Hein, très, très sous la ceinture. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis? Ils s'envoient en l'air. Tu vas pas me croire. C'est littéralement la séquence suivante. Ils s'envoient en l'air. C'est pas anodin, les amis. Tout ça, c'est pas genre, oui, c'est quoi? Non, ça n'existe pas en écriture. Non. À l'époque, ils savaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui aussi, je veux dire. Non, tout ça, c'est calculé. En gros, c'est l'histoire d'une. Enfin, c'est une scène de. Entre guillemets, de dépucelage, là. Hein. C'est littéralement ça. Ça parle sous la ceinture, elle fait quelle taille. Vu comment elle regarde, elle a l'écrou. Alors peut-être qu'elle représente la ménagère qui regardait à l'époque le film, tu vois. Je pense que ce film a eu beaucoup de succès auprès des femmes, parce que bon, Christopher Reeves, un grand brun aux yeux bleus, je pense qu'à l'époque ça a dû faire couiner de pas mal de fans, tu vois. Et cette séquence, je pense qu'il y a beaucoup de fans féminines qui bavaient un petit peu comme ça, tu vois. Mais cette séquence, elle est incroyable. J'ai fait quoi? Mais attends, mais c'est presque un scénario sur M6 là. Hein, on dirait un vieux scénario tu sais, les séries, les téléfilms qui sont diffusés sur M6 très tard là. Je sais pas si ça existe encore, mais
Mais j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, tous ces sous-entendus sous la ceinture, là, c'est rigolo. Mais tu verras, dans le deuxième film, quand je ferai la critique, c'est pareil, il y a des dingueries. Et ça, à l'époque, ça passait tranquille. Bon. Dis-moi ce que vous en pensez. Hein. Bon, alors, le film met quand même beaucoup de temps à introduire Superman. Il faut attendre 45 minutes pour voir Christopher Reeve en tenue de Superman. Le plan est assez classe en plus. Il commence au fond de la pièce. Il vole vers la caméra et sort. Il sort du coup de l'autre côté du cadre. Et là, tu vois, comme je disais, les plans avec trucage de plateau rendent encore très bien encore aujourd'hui. Là, en fait, il est juste tiré par des câbles et on le voit voler vers la caméra puis se déplacer. Tu vois, ça rend encore très bien, même si bon, l'image est un peu floue parce que bon, la pellicule à l'époque n'était pas encore. Les techniques de prise de vue à l'époque n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Et puis, bon, voilà, j'ai pas l'impression qu'ils ont remasterisé correctement le truc parce que bon, ils auraient pu faire. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est capable de nettoyer les défauts de la pellicule pour avoir un meilleur rendu, un peu plus net déjà. Donc, en tout cas, très joli plan. Mais voilà, il faut attendre 45 minutes, les amis. C'est énorme. Le film dure 2 heures, il des poussières. 45 minutes pour voir Superman. Voilà. Ensuite. C'est pas fini, parce que là, on le voit juste Superman, et ensuite, la première fois où on le voit vraiment faire des choses, sauver des gens, il faut attendre 1 heure. Donc l'introduction est très 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 longue. Voilà. De nos jours, ça, c'est plus possible, tu vois. Imagine, tu vas voir un film, peu importe, Spider-Man, Wonder Woman, et t'attends la moitié du film pour voir enfin le personnage en costume. C'est vraiment une longue introduction. Bon, peut-être qu'à l'époque ça passait parce qu'évidemment il n'y avait pas 36 000 films qui sortaient chaque semaine. Là c'était vraiment l'événement de l'année, voilà, le Superman qu'il fallait, le film Superman qu'il fallait pas rater. Et en fait ce qui est assez rigolo, c'est qu'une fois qu'il a mis son costume, dans la même nuit il a décidé de faire plein de bonnes actions. Parce que jusqu'à présent il n'avait rien fait du tout. Hein. En fait c'est juste suite à un accident d'hélico avec Lois Lane que Clark Kent a décidé de faire tomber la chemise. D'ailleurs, avec la petite musique de John Williams, tu vois, ça vieillit pas. Ça reste masterclass. Tu vois, j'aime bien en fait, les plans les plus réussis, c'est les plans où il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est vraiment la mise en scène à l'ancienne. Voilà, il s'approche, paf, il sur le S comme ça. Tu vois, ça, c'est iconique. Ça vieillit pas. Alors que tout ce qui est effets spéciaux, peu importe le film, hein, les effets spéciaux, ça vieillit toujours assez mal. Suite à cette séquence, donc il met son costume de Superman, et là, dans la même nuit, il sauve plein de gens, il arrête des voleurs, il sauve même des chats. Il va aussi sauver un avion qui allait se crasher. Mais jusqu'à présent, il faisait rien du tout, en fait, Superman. C'est suite à l'accident avec Lois Lane qu'il a décidé de... vu que j'ai mis mon costume, je vais rentabiliser mon temps, tiens. C'est assez rigolo quand même. Hein. Donc en fait, l'histoire comment dire, ne se passe pas sur plusieurs semaines. C'est vraiment... tout se passe en l'espace de quelques jours, en fait. Alors, un autre bémol de ce film, c'est l'interprétation de Lex Luthor par Gene Hackman. En fait, c'est vraiment un bouffon dans le film. C'est aussi un autre défaut du film, c'est que la caractérisation des personnages, elle est très simpliste. Tu vois, le méchant, tu vois, le gentil, le méchant doit arrêter le méchant, le gentil doit arrêter le méchant. Point barre. Pareil pour Lois Lane. Là, c'est littéralement jeune pucelle qui attend d'être dépucelée. Mais c'est littéralement ça son personnage. Hein. Du coup, les scénarios, enfin les dialogues sont vraiment pas intéressants. Lui, il est là pour être méchant. Et en plus, il fait un peu le comique. Il est entouré de bouffons. Il est entouré d'une pouffe et d'un bras droit qui a 2 neurones. Donc c'est vraiment pas très intéressant. Ça vieillit très très mal. Après, tu vas me dire, à l'époque, ça passait très bien. Parce que bon, à l'époque, ils avaient besoin de se divertir, de ne pas se prendre la tête. Ils voulaient pas des personnages avec des nuances de gris. Voilà. C'est vrai que, voilà. Encore une fois, ça, je comprends comment ça a été fait. Pourquoi ça a été fait? Parce qu'encore une fois, c'est l'époque. Aujourd'hui, par exemple, les films sont beaucoup plus nuancés parce qu'encore une fois, c'est l'époque. Normalement, quelqu'un censé être normal, il neutralise la menace, tu vois. Donne-moi les informations pour que je puisse neutraliser les missiles maintenant, parce que là, il
il est question de millions de gens, en fait. Là, des millions de personnes vont mourir. Et en fait, on voit la limite de sa gentillesse. Là, il est trop gentil, en fait. Là, il discute avec lui, genre, donne-moi les plans, où est-ce que tu as envoyé, enfin, où vont tomber les missiles, donne-moi la télécommande pour neutraliser les. Il parle, en fait. Alors qu'il est censé être assez fort pour neutraliser un peu tout le monde. Donc voilà. Ça discute, et du coup, il se fait avoir. Lex Luthor sort la kryptonite et le neutralise. Bon, après, encore une fois, à l'époque, on voulait pas se prendre la tête. Il met autour du cou la kryptonite et ensuite il le balance dans la flotte. Et il va être sauvé par un des sbires de Lex Luthor. Je sais plus comment il s'appelle, Miss Machine Tower. C'est vraiment la pouffe de service. Elle est là, elle a 2 neurones. Elle est en train de se. Enfin, les seuls plans, enfin, les peu de moments où on la voit, soit elle est en maillot de bain, soit elle est là avec un décolleté. Mais voilà, c'est vraiment personnalisation du personnage. Pouf, voilà. Pouf de Lex Luthor. Et là, autre scène d'agression sexuelle, du coup. Il n'y a pas de consentement. Superman est neutralisé par la kryptonite. Elle en profite pour lui rouler une pelle. Et ensuite, elle décide de retirer la kryptonite pour le sauver. Alors après, elle avait aussi un intérêt à le sauver parce que un des missiles allait tomber près de chez sa mère et du coup, elle avait besoin de quelqu'un pour sauver, enfin pour détruire le missile en question. Mais encore une fois, c'est son entrejambe qui a parlé. Hein. Toutes les meufs dans le film, hein, elles veulent tous croquer Superman. Hein. Elles ont toutes faim, les gars. C'est une dinguerie. Donc elle en profite de lui rouler une pelle parce que vu qu'il ne peut pas se débattre, agression, il n'y a pas de consentement là. 0 consentement. Mais bon, enfin, ça se regarde, mais tu dis, bon, c'est un peu nul en vrai là. C'est quoi toute cette meuf en chien là? C'est pas possible. Hein. Alors, encore une fois, une des limites de la gentillesse de Superman, bah, sa gentillesse a provoqué la mort de Lois Lane. Je me rappelle plus de cette séquence. Je me rappelle plus qu'elle mourait dans le premier film. Peut-être qu'à l'époque, mes parents disaient ferme les yeux, c'est trop, comment dire, c'est trop violent. Et c'était quand même un peu sombre parce qu'on m'a vendu, ouais, Superman, tu verras, les premières Superman, c'était très lumineux parce que bon, là, le Zack Snyder, c'est très dépressif, c'est très sombre, il y a des morts partout. Bah, excusez-moi, elle vient de canner là. Hein. Elle a canné comme il faut, écrabouillée par. En plus, horrible, hein. Elle est tombée dans une faille, et il y a de la terre qui est tombée, elle a agonisé pendant je sais pas combien de temps. C'était vraiment. Je comprends mieux pourquoi je n'ai pas vu cette séquence, parce que bon, hein, mes parents ont dû me demander de fermer les yeux à ce moment-là. Mais c'est hardcore, hein, elle a mis du temps à mourir, et lui il arrive trop tard, voilà. Sa gentillesse a coûté la vie à des gens, et ouais, la morale de l'histoire, bah arrête d'être gentil. Lex Luthor, tu mets une baffe, tu dis où se trouve la télécommande, il répond pas, bah tu pètes un genou, il répond pas, deuxième genou, il répond pas, bah et tous les doigts, un par un, clac, 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 et il finira par avouer. Non mais à un moment donné, c'est ça, c'est soit tu fais ça, soit bah des gens vont mourir, hein, comme Lois Lane, etc. Alors du coup il pète un plomb, il dit non, Lois Lane est mort, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un truc interdit par son propre père. Il va changer le cours des êtres humains, ce qui est interdit, hein, interdit par son propre père. Et il a fait quelque chose d'interdit, donc il a... Ça, je me rappelais de cette séquence. Il voyage autour de la Terre pour rembobiner, rembobiner les actions. Du coup, en fait, il revient dans le passé, il revient dans le présent. C'est conceptuel. Hein. Je savais pas qu'il avait ce pouvoir, Superman. Après, j'ai pas lu le comics encore. Ne vous inquiétez pas, je vais m'y atteler. Mais il a ce pouvoir de remonter le temps en voyageant très très vite autour de la planète. Et du coup, il a permis donc de corriger tous les problèmes. Donc voilà, la morale de l'histoire, la gentillesse, c'est bien, mais c'est un peu quand il faut faire les choses, quand il faut sauver des vies, c'est parfois de la merde en vrai. Hein. La preuve, beaucoup de gens sont morts à cause de sa gentillesse. En fait, on nous a vendu un Superman lumineux, etc. Mais pas si lumineux que ça. Il est un peu con, pas très efficace. Et c'est son introduction. Bon, à l'époque, les gens, ils s'en foutaient. Hein. À l'époque, ils voulaient juste voir Christophe Reeves en moule slip. C'est tout ce qu'ils voulaient voir. Et donc, ça finit bien, voilà, évidemment. Alors, chose assez incroyable. À l'époque, à la fin du générique de Superman, t'avais un teaser. Et je vous dis, ce film était en avance de fou, en fait. Un teaser pour le prochain film.
En fait, le MCU a rien inventé. C'est une dinguerie. Tu te rends compte? Tu vois à la fin du film, à la fin du générique, hein, vraiment à la fin, et les gens ont regardé jusqu'au bout. Hein. Next Year, Superman. Ouf. Non seulement tu avais une date, et en plus, tu avais le titre, hein, Superman 2. Bon, ça aurait pu être... voilà, mais voilà, tu savais qu'il allait revenir. Je trouve ça incroyable. Parce qu'en fait, le réalisateur, donc Richard Donner, avait travaillé sur le premier et le deuxième en même temps. Il avait tourné le premier et le deuxième film en même temps. Alors, bilan de ces 2 heures, en résumé, film trop manichéen pour être apprécié en 2024. Des effets spéciaux numériques, enfin, on va dire trucage effets spéciaux qui ont assez mal vieilli. Par contre, la mise en scène reste très agréable à regarder. Christopher Reeves, j'avoue qu'il est... il dégage un truc, hein. Il est très grand. Super beau gosse, belle tête, vraiment. Tu sais, il a une aura en fait. Il a une aura. Franchement, le casting très bien choisi. Hein. Je pense que c'est un peu lui l'étalon des Superman. C'est-à-dire qu'un Superman, il doit avoir cette aura là, tu vois. Donc Christopher Reeves, incroyable, même si son jeu d'acteur n'est pas exceptionnel. Il fait un peu le bouffon en Clark Kent. Il le fait bien, mais bon après, en fait c'est une comédie. C'est vrai que je me rappelle plus de cet aspect-là, mais en fait Superman 1 c'est une comédie en fait. C'est une comédie un peu avec des blagues très très limites, un peu potaches. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas comme aujourd'hui un film de super-héros classique. Là, c'est vraiment une comédie dans l'univers de Superman. Mais bon, il s'en sort très très bien en Superman, je trouve. Il a l'aura, la carrure d'un bon Superman. Les autres personnages sont vraiment... Enfin, après, c'est le problème inhérent au film. Hein, vraiment, l'aspect manichéen vieillit très très mal. Lex Luthor, bon, j'imagine qu'à l'époque, il faisait rire les gens, hein, Gene Hackman. Mais là... en fait, j'ai encore en tête les Lex Luthor qu'on a eu récemment, aussi bien dans Smallville que dans les récentes productions Superman. On a un personnage quand même un peu plus machiavélique, un peu plus travaillé. Alors que voilà, le Lex Luthor du premier Superman, il veut juste faire de l'argent, quoi. C'est flingué comme objectif. Et surtout, il fait vraiment bouffon de service, quoi. Vraiment, t'as pas peur de lui, quoi. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que l'aspect très sous la ceinture m'avait pas tilté à l'époque. Et je trouve que c'est très porté sous la ceinture en vrai. Hein. Donc si vous avez l'occasion de revoir le film, allez le revoir, vous allez rigoler. Hein. Il y a des dialogues, tu te dis non, comment c'est passé? Comment ça a pu être passé à l'époque ça? Peut-être qu'à l'époque ils en avaient rien à foutre. Hein. Après c'est une autre époque, hein, les années 1970 et 80. C'est... voilà. C'est une autre époque. Donc un film qui était très en avance à l'époque. Et qui reste encore d'actualité avec ses idées, notamment le fait de faire plusieurs films autour du même univers, même si ça reste ici que Superman, mais déjà à l'époque il y avait une idée de faire plusieurs films d'affilée, de donner rendez-vous aux spectateurs, de revenir pour voir les prochains épisodes. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la critique du deuxième film. J'ai dû le voir 2 fois, hein, parce qu'il y a une version réalisée par Richard Lester, pardon, et une autre version réalisée par Richard Donner. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez vu le film, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Ciao.